Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose qui nous concerne tous, tous les jours, ce qu'on a dans notre assiette. On va parler de géographie agricole. Ouais, ça peut paraître un peu académique comme ça, mais en fait, c'est une histoire super fascinante. C'est l'histoire de comment un lieu, un climat, et bien sûr nos propres décisions, finissent par dessiner le contenu de nos repas. Pour commencer, une question toute simple, mais qui cache beaucoup de choses. Pourquoi est-ce qu'on peut acheter des bananes à Paris ou n'importe où en France, mais qu'il est absolument impossible d'en faire pousser dans son jardin? C'est une bonne question, non? Eh bien, la réponse, elle est au cœur de tout ce qu'on va voir ensemble. Voilà, on y est. La géographie dans l'assiette. C'est un peu comme un ingrédient secret en fait. C'est elle qui décide ce qui peut pousser, où ça peut pousser et surtout comment ça arrive jusqu'à nous. Allez, on décortique ça. Alors, pour comprendre tout ça, il faut commencer par la base de la base, la toile de fond naturelle, le climat et l'altitude. C'est un peu la scène sur laquelle tout va se jouer. Ce sont eux qui fixent les premières grandes règles du jeu, bien avant que l'être humain ne s'en mêle. Le climat, c'est vraiment le premier grand filtre. C'est assez simple à comprendre. Dans un climat tropical, chaud, humide, eh bien c'est le paradis pour le riz, les bananes, la canne à sucre. Par contre, dans un climat tempéré comme chez nous, c'est plutôt le royaume du blé, des pommes, de la salade. En gros, chaque plante a sa zone de confort, et le climat, c'est le grand chef d'orchestre. Et puis, il y a l'altitude. C'est un peu comme un climat à la verticale. Imaginez une montagne. Tout en bas, dans la vallée, il fait plus chaud, la saison est longue, on peut y faire pousser du maïs, du coton, mais à mesure qu'on monte, tout change. Les températures baissent, la saison de croissance se raccourcit, et là, il faut passer à des cultures beaucoup plus coriaces, comme les pommes de terre ou l'orge. C'est la même montagne, mais on a plusieurs étages agricoles complètement différents. Bon, après le climat et l'altitude, on va zoomer encore un peu plus. On va s'intéresser à ce qu'il y a juste sous nos pieds, le sol. Et attention, le sol, c'est bien plus que de la simple terre. C'est littéralement le fondement de toute culture, une ressource vitale. Alors, un sol agricole, c'est quoi au juste? C'est un écosystème à lui tout seul. Un mélange super complexe et bien vivant de minéraux, de matières organiques, d'eau, d'air. Pour une plante, c'est à la fois son garde-manger, son encre et sa réserve d'eau. C'est tout ça à la fois. Son rôle est multiple en fait. D'abord, il donne les nutriments, il ancre les racines. Ensuite, il gère l'eau. Il la stocke pour les jours de soif, mais il la draine aussi pour pas que les racines pourrissent. Et peut-être le plus important, c'est un habitat grouillant de vie, plein de micro-organismes qui sont cruciaux pour la santé des plantes. C'est une ressource vivante, vraiment. Du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'agriculteur n'est pas juste quelqu'un qui jette des graines et attend. Non, c'est un véritable gestionnaire du sol. D'abord, il l'analyse pour savoir ce qu'il a dans le ventre, son pH, sa fertilité. Ensuite, il choisit les cultures les plus adaptées. Et enfin, il l'améliore, il l'entretient avec des fertilisants, de la matière organique. C'est un travail constant pour garder ce sol en bonne santé. Jusqu'ici, on a parlé de la nature, qui pose le décor, le climat, le sol. Mais la nature, elle ne fait que proposer une carte. C'est l'être humain qui vient la redessiner. Et c'est là que ça devient vraiment complexe avec nos décisions, nos technologies, nos marchés. C'est l'élément humain qui entre en jeu. Et le premier facteur humain, le plus puissant peut-être, c'est tout simplement l'économie. Logique. Un agriculteur, il ne fait pas pousser ce qui peut pousser. Il fait pousser ce qui se vend, ce qui va lui permettre de gagner sa vie. Et ça nous amène directement à la fameuse loi de l'offre et de la demande. C'est un dialogue permanent. D'un côté, il y a l'offre. C'est la quantité de produits que les agriculteurs mettent sur le marché. De l'autre, la demande. C'est ce que nous, les consommateurs, on est prêts à acheter. Et c'est l'équilibre fragile entre les deux qui va fixer les prix et qui va, au final, dicter à l'agriculteur ce qu'il a intérêt à planter la saison suivante. Deuxième facteur humain, et pas des moindres, la technologie. La technologie, c'est ce qui a permis à l'humanité de tricher un peu avec les règles de la géographie, de repousser les limites. C'est assez fou quand on y pense. La mécanisation, avec les tracteurs, a complètement changé la donne. La gestion de l'eau, avec l'irrigation de précision, permet aujourd'hui de faire pousser des choses en plein désert. Il y a la biotechnologie aussi, qui donne des semences plus résistantes. Et maintenant, on parle d'agriculture de précision. Avec des drones, des GPS, on est capable d'optimiser chaque mètre carré de terrain. La technologie n'arrête jamais de transformer l'agriculture. Et là, attention, on revient à notre question du début. La banane à Paris. Comment c'est possible? La réponse est là, sous nos yeux, les transports. C'est le chaînon manquant, le pont qui relie le champ du producteur à notre supermarché. Il faut bien s'imaginer que sans des réseaux de transport modernes et efficaces, les porte-containers, les trains, les camions frigorifiques, eh bien un agriculteur serait coincé avec son marché local. C'est tout. Les transports, ça permet d'évacuer les récoltes super vite, ça réduit les pertes, et surtout, ça connecte les fermes du monde entier à nos assiettes. Un autre acteur qu'on oublie souvent parce qu'il est un peu plus en coulisses, c'est l'État. L'État, avec ses lois et ses politiques, il joue un peu le rôle de l'arbitre du match agricole. Comment il fait ça? Par exemple avec des subventions, il peut encourager à planter du maïs plutôt que du blé.
Avec des réglementations sanitaires, ils décident ce qui a le droit d'arriver ou non dans nos rayons. Il y a aussi les accords commerciaux internationaux qui peuvent ouvrir ou fermer des marchés du jour au lendemain. Bref, l'État, c'est lui qui distribue les cartes et qui siffle les règles du jeu. Alors, si on met tout ça bout à bout, le climat, le sol, l'économie, la technologie, les transports, la politique, on obtient quoi? On obtient le grand tableau mondial, un système alimentaire global, hyper complexe et complètement interconnecté. Et ce système, il est face à un défi absolument gigantesque. D'un côté, il faut nourrir de plus en plus de monde. Et ça a des impacts environnementaux bien réels. La déforestation, l'érosion des sols, la pollution de l'eau. Mais de l'autre côté, on voit aussi émerger des solutions. Des pratiques plus durables, comme l'agriculture bio, l'agroforesterie, qui essayent de trouver un meilleur équilibre, souvent poussés par des consommateurs qui veulent autre chose. Et c'est ça la conclusion de tout ça, c'est que chaque choix, du plus petit agriculteur sur sa parcelle jusqu'aux grandes décisions du marché mondial, est en fait un acte de géographie, un acte qui a une conséquence directe sur ce qu'on mange, tous. Et on va terminer en se projetant un peu. On a commencé en parlant du climat comme la base de tout. Le problème, c'est que cette base est en train de bouger. Le changement climatique redessine les règles. Les zones où on pouvait cultiver du vin, du blé, du café, tout ça est en train de se déplacer. Alors la vraie grande question pour demain, c'est à quoi va ressembler la carte agricole du monde en 10, 20, 50 ans? C'est sans doute l'un des plus grands défis géographiques de notre époque.